Bonsoir à tous. Test. Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous êtes là? Moyennement. Bonsoir, merci d'être là. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi Kafka. Non, mais juste quelques stats histoire de voir comment orienter un peu le talk. Qui utilise Kafka au travail ou à la maison, qu'importe? Ok. Bon, c'est gamin. Parmi ceux qui utilisent Kafka, qui l'utilisent avec Spark, ok, qui l'utilisent avec Flink, et qui l'utilisent dans un mode plutôt microservice. Ah, cool. Ok. J'ai juste 29 minutes et 5 secondes pour vous présenter un peu Kafka Stream et pourquoi ça change pas mal de choses, particulièrement dans le monde du microservice. Je m'appelle Fred Cecilia. Il n'y a pas de temps pour faire un peu de slide de crédibilité. Venez me voir après si vous voulez des détails. Il était une fois Kafka. Kafka est arrivé et s'est imposé petit à petit comme une pièce maîtresse dans tout ce qui est big data. Donc tous les data lakes et data quelque chose, dès qu'il y a du real time, actuellement, il y a toujours du Kafka derrière. Pourquoi, comment, c'est notre histoire. L'histoire que je vais vous parler plutôt, c'est Kafka et les microservices. Alors lorsqu'on a commencé à imaginer Kafka pour l'utilisation de microservices, certains se sont dit ça c'est un truc à se casser la gueule. Et ils n'avaient pas trop tort. Ils n'avaient pas trop tort dans le sens où la première API Kafka Client, qui était très très bas niveau, permettait de faire beaucoup de choses, mais vous aviez beaucoup de choses à gérer aussi vous-même pour pouvoir le faire. Il y a eu quelques librairies qui sont venues par-dessus, mais ça permettait juste de prendre quelque chose d'un topic, le secouer bien, le rajouter quelque part. La logique, dès qu'on voulait essayer d'en mettre, ça devenait un peu plus complexe. Quand tout à coup, il y a presque un an, Confluence a annoncé Kafka Stream, en disant ça, c'est pour les quelques personnes qui sont derrière, pour faire du microservice, pour faire des applications comme ça. Alors, clairement, ils ont dit microservice parce que c'était le buzzword de l'année dernière, mais ça s'applique pour les micros, macros, mono, enfin, quel que soit le buzzword que vous voulez mettre. Dès que vous avez des services qui nécessitent du real-time, ce truc-là, c'est le top. Dès que vous voulez avoir de la latence très faible, c'est le top. Pourquoi c'est le top? Parce qu'ils se sont dit, on va faire quelque chose où toutes les parties compliquées, toutes les parties qui nécessitent à recover, à recréer une nouvelle instance, à voir où est-ce qu'on en est, ces parties-là, on va laisser Kafka le gérer. On va laisser la partie broker de Kafka le gérer. Parce que de toute façon, lorsqu'on gère un broker, on gère Kafka de façon distribuée, on a exactement les problématiques. Et se sont dit, on va gérer, faire en sorte que les gens puissent créer des applications pour des microservices, comme ils feraient n'importe quelle application qui aurait tapé dans du Mongo, du Redis ou n'importe quoi. Avec une scalabilité horizontale, on peut en créer 14, monter, descendre. Ils n'auront pas à s'inquiéter de comment c'est fait derrière. C'est Kafka qui s'en occupe. Et la simplicité, elle est là. Faire en sorte que toutes les choses compliquées, c'est Kafka qui s'en occupe, et fournir une API qui soit aussi simple et intéressante à utiliser pour que ça soit justement fun de faire une application comme ça. Alors, le principe de base, lorsqu'on regarde le site de Confluent, c'est de dire, pour pouvoir gérer quelque chose sur la stack Confluent, donc avec Kafka, tout ce qui est entrée de données ou sortie de données, on va utiliser les Kafka Connect. Et Kafka Stream se limite vraiment dans le périmètre entre deux topics. C'est très important à avoir ça dans la tête parce que si on voit bien le périmètre, on voit déjà que c'est toute la partie fonctionnelle de nos applications qui seront vraiment utilisées dans Kafka Stream. Et ce qui va expliquer aussi pourquoi l'API a été créée d'une façon très très proche du fonctionnel, de la programmation fonctionnelle. Alors, je fais un disclaimer. Je vais faire un commentaire sur Kafka Connect qui vient du cœur. C'est juste pour me faire plaisir. On a eu quelques problèmes avec Kafka Connect. Et quelques amis, dont je ne vais pas citer le nom, comme Simon qui est assis ici et moi, on s'est dit on va faire ça comme une thérapie. Voilà, c'est juste qu'on ne savait pas avec notre use case. Je passe. Alors, Kafka Stream, c'est quoi le principe? C'est que j'ai une application
qui va manger un stream, et à partir de ça, je vais créer un autre stream. On appelle ça une topologie. Donc c'est un graphe d'exécution. Et comme vous pouvez voir, je peux avoir une application qui va récupérer 2 streams pour envoyer une autre. Donc on commence déjà à se rendre compte qu'on a de la manipulation de stream, comme ce qu'on a pu voir dans Flink ou dans Spark Streaming ou des choses comme ça. Et pour faire ça, il y a 2 API. La première API, c'est l'API de base. C'est l'API des processeurs qui fonctionne un peu qui fonctionne un peu de façon très procédurale, où il faut pouvoir remplir des méthodes. La méthode init qui va s'exécuter à l'initialisation. La méthode process qui va fonctionner lorsqu'il y aura un process à faire. Et la méthode ponctuelle, c'est celle que je préfère, qui va être lancée de façon ponctuelle. Et vous définissez plus haut, c'est quoi, c'est quand le ponctuel en fait. 23 minutes, c'est cool. Donc ça va apparaître souvent, c'est les parties où je vous montre du code. J'avais mis code, mais c'était moins drôle que show me code, dude. Vous êtes avec moi? Oui. Ok, merci. Alors, je vous montrerai juste un code des processeurs. Non, c'est pas ça, c'est le init processeur. Je ne vais pas m'attarder dessus. Le but, c'est de vous montrer à quel point c'est moche et pourquoi il y a un DSL par-dessus. Donc, on a notre init ici qui initialise un contexte. On a un process, alors c'est un word count, qui prend en gros la donnée qu'on lui donne et qui fait l'opération. Et le fameux ponctuel qui s'occupe de gérer les stores, on en parlera plus tard. Mais on est d'accord que là, on est très procédural et je vous ai dit, on va se rapprocher de plutôt des choses fonctionnelles. Donc, on s'attendait plutôt à avoir des maps, des flap maps, des filters ou des choses comme ça. Ça, c'est utilisé très rarement. C'est utilisé seulement lorsque vous voulez faire des choses spécifiques, mais ultra spécifiques quand même, parce que l'API est assez grande, et qu'on veut pouvoir faire des manipulations particulières. Et ça permet de créer même des opérations métiers. Si vous voulez en créer, vous êtes obligé de passer par ce type d'API-là. Donc, c'est 3 méthodes à remplir. Je passe là-dessus rapidement, parce qu'il ne me reste que 22 minutes et j'ai plein de trucs à vous montrer. Il faut savoir que ça existe, puisque ce que je vais vous montrer à partir de maintenant est basé sur les éléments que je vous ai montrés. Les 3 concepts de base de l'API Kafka Stream sont les K-Stream, les K-Tables et les Global K-Tables. Les K-Stream correspondent à un flux de données, donc un topic normal comme on a l'habitude de voir au niveau de Kafka. Les K-Tables, suspense, c'est des tables, comme des tables qu'on aurait, des tables clés-valeurs. Donc déjà, on se rend compte que, tiens, on est dans du stream, mais on commence à parler de tables. Le Global K-Table, c'est des tables aussi, mais une autre catégorie de tables. Pourquoi la différence entre les deux, c'est que les K-Tables, n'oubliez pas qu'on est sur Kafka, donc on est dans un monde distribué. Les K-Tables seront partitionnés et potentiellement répliqués, selon la configuration qu'on a mise. Le Global K-Table sera répliqué, mais ne sera pas partitionné. Ça a des avantages, des inconvénients, ça va dépendre du use case. On verra un peu plus tard lorsqu'on va parler des transformations stateful. Pour le moment, les stateless transformations. Il faut juste imaginer les stateless transformations comme si vous faisiez sur Java 8 l'équivalent des maps, flap maps sur les streams. Ceux qui font du Scala sur les API de collection. C'est des opérations pour pouvoir faire modifier, pour pouvoir filtrer. Donc on a un topic en entrée qui nous donne un deuxième topic sur lequel on peut appliquer ensuite d'autres choses. Donc on a les filtres, fill note qui est juste l'inverse, si on n'a pas envie de mettre le point d'exclamation. Des for each, map value. Donc comme je le disais, c'est basé sur des clés et des valeurs. Donc si on veut juste mapper la valeur, on utilise map value. Select key qui nous permet de dire à partir de ma valeur, je vais créer une nouvelle clé et c'est elle qui sera la clé en fait. C'est juste un raccourci, on verra un exemple tout à l'heure. Flap map, si une de mes opérations crée une liste ou un array, du coup en faisant flap map, ça ne devient pas un topic de array, mais carrément un topic où chaque élément est enlevé de l'array. C'est clair, non? Ok. Flap map value, c'est la même chose. Et branche, alors lui, c'est ce qu'il appelle le rond-point.
En gros, on dit, j'ai un topic, je vais faire un branch là-dessus. Et dans un premier cas, ben, où on décrit le cas, ben, il va prendre ça. Dans un deuxième cas où on décrit, donc si c'est rouge, je vais faire ça. Si c'est vert, je vais faire ça. Si c'est orange, je vais faire ça. Et si c'est notre cas, ben, je vais donner cette valeur-là. Et on peut définir 40 cas comme ça, en fait, sans avoir à faire des maps intermédiaires. Et c'est relativement pas beau, mais pratique dans certains cas. Alors, quelques cas de transformation. Je vais vous montrer cela par exemple. Donc le principe ici par exemple c'est... pourquoi j'ai... Non, je me suis trompé de truc là. Oui, stateless, je vais trop vite. Allez, fixe. Je vous passe ici, c'est que de la conf. Donc là, dans la conf, je dis bonjour, je vais récupérer dans un topic quelque chose qui a comme clé une chaîne de caractères, un string, quelque chose qui a une clé, une valeur. Je vous donne le serialiseur pour les deux. J'initialise mon fameux topic. Et ensuite, à la fin, je tombe sur un castream. Et c'est lui qui nous intéresse. Dans mon cas, je me retrouve avec un castream de string et de commit. Alors oui, pour ceux qui me connaissent, oui, c'est du Java, j'ai fait du Java. Et je n'ai pas de toc. Non, je rigole. Alors, ici, par exemple, j'avais un topic dans lequel j'avais toutes mes valeurs qui n'avaient pas de clé. Parce que je vais juste balancer du texte comme ça. Donc, en utilisant select key, ce serait la même chose que si je faisais un map ici et que je créais... Je vous montre pourquoi on utilise plutôt select key. Parce que comme on est en Java qui n'a pas les tuples, ça c'est fait. Il aurait valu que je crée un key value, value avec un, voilà, pair, que je définisse que ma clé, ce serait mon chat, mon chat1, et que ma value, ça soit ça en fait. Ce serait l'équivalent de ça. C'est le key, donc tout ce qu'il fait, c'est dire je vais prendre ça, je vais prendre la lambda qui me permet d'enlever ma clé, je vais la mettre comme ma clé et je garde exactement la même valeur. Je vais revenir juste sur mon select key parce que ça fait moins de texte, c'est bon pour la planète. Derrière, j'ai un filter. Donc tout ce qu'il fait, c'est vérifier que dans le message de mon commit, je trouve le terme fixe. Donc à partir de là, j'ai pris mon topic, je me suis amusé à créer bien une clé valeur, à dire que je veux récupérer que les résultats dans lesquels il y a fixe. Et à la fin, lorsqu'on veut le mettre, alors je peux les print, on va l'exécuter de toute façon. Et à la fin, mon résultat, je vais le mettre dans un autre topic. Il y a une belle méthode qui s'appelle to, où je donne juste où est-ce que je veux le mettre, non plutôt le serialiseur de ma clé, le serialiseur de ma valeur et le topic où est-ce que je veux le mettre. On ne peut pas faire plus simple. Ça répond à la question, je veux avoir tous les commits qui correspondent à un fixe. Je prends mes affaires, je commence à réfléchir, et ceux qui ont déjà fait un peu de lambda en Java ou en tout ce qui font des lambda actuellement, se rendent rapidement compte que ça se rapproche beaucoup du vocabulaire que j'aurais utilisé pour pouvoir simplement écrire les étapes de composition de ma demande. Ça va? OK. Je ne me sens pas tout seul. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est les stateless. Stateless, ça veut dire que ça ne génère pas d'état. Je prends un topic, je secoue bien, et à la fin, j'ai un nouveau topic. Maintenant, je vais essayer de parler des tables. Alors, la vraie question que tout le monde se pose, c'est comment on passe d'un stream à une table, en fait, puisque théoriquement, ce n'est pas la même chose. Et on revient un peu à la notion de base de Kafka, qui est un commit log distribué. Qu'est-ce qu'un commit log? C'est exactement ce qui se passe dans votre MySQL ou autre, qui récupère des events. Les events, il les stocke au fur et à mesure. Et ce qu'on a dans la table, c'est juste l'application de ces events. Donc, si j'avais une table MySQL ici, et que j'ai un élément qui s'appelle Alice, qui a comme valeur 1, moi, je peux matérialiser ça par un stream qui dit, bon, ben, dans mon stream, j'ai Alice et 1. Le fait d'avoir un nouvel élément qui s'appelle Charlie, c'est exactement la même chose, en fait. Et si Alice change de valeur, ben, c'est juste le fait que j'ai un nouvel event qui dit que Alice, c'est 2.
Et en réalité, si je relis mes events bien dans l'ordre, en lisant ces events-là, je me retrouve exactement la même chose dans la matérialisation d'une table. Et c'est exactement le concept qui est utilisé dans l'API Kafka Stream pour matérialiser les key tables, en fait. Et à partir d'une key table, on peut s'amuser à faire un certain nombre de transformations. Et ce sont des transformations du genre group by, agrégation. Donc tous ceux qui ont fait du Spark Streaming ou du Flink ou des choses comme ça, vous allez retrouver vos petits. Vous allez retrouver vos petits, mais dans un système microservice, donc pour une application. C'est ça qui est super fun en fait, c'est qu'on se retrouve vraiment à avoir une logique très fonctionnelle qui était orientée data à l'origine et qu'on retrouve maintenant pour pouvoir faire des applications avec Kafka qui nous sert de background simplement. Je vais vous montrer, ça c'est intéressant à regarder. Ici, je trouve ça assez marrant parce que ça nous permet de voir un peu les opérations qui sont stateless et stateful et comment on peut passer d'un à l'autre avec la notion d'agrégation. Donc à partir d'une key table, je peux faire un group by, mais je peux aussi faire un group by à partir d'un castream et je retombe sur une key table. Donc le lien entre key table et key tab, elle est vraiment très transparente en fait. Au niveau de l'API, je peux carrément avoir une key table et dire à partir de maintenant c'est un castream et je vais utiliser les opérations qui ne m'étaient pas permis là-dessus. Et du coup, ça va être géré automatiquement pour vous derrière. C'est vraiment très limpide, très simple. Il vise la simplicité. Le schéma n'est pas simple, mais il vise la simplicité. Un exemple, par exemple. Oui, je reviens un peu sur mon exemple de commit sur lequel il y a des fixes. Donc ici, on reconnaît mon fameux map dont je vous parlais qu'on peut remplacer par un select by key. On va faire tout de suite, comme ça sera fait. 12 minutes, ok. Ah non, parce que j'ai le message. Bon. J'ai essayé de faire le fanfaron, mais c'est pas vrai. Donc on va laisser comme ça. En gros, à partir de mon message initial, je crée un nouveau clé valeur. Ma clé, ce sera donc la première partie de ma date. Ma valeur, ce sera le message. Je filtre pour récupérer ceux qui ont fixe et qui ne sont pas nuls. Et ensuite, je utilise group by key. Donc, automatiquement, il va se baser sur les clés que moi, j'ai définies. Et me fournir ensuite un count. Parce qu'une fois que j'ai fait group by key, il me dit c'est quoi l'opération d'agrégation que tu veux faire là-dessus. Tu peux créer ta propre agrégation ou tu peux utiliser celles qui sont très connues, count, max, min, des choses comme ça. Et ici, je suis obligé de passer un paramètre. Et ce paramètre-là va correspondre au nom de mon état, en fait. Et on verra pourquoi après. Je n'ai pas exécuté d'exemple depuis le début, c'est ça? Ah oui, on est en... Alors, ça, c'est un... Je ne sais plus c'est quoi comme valeur, du coup. Alors, on va dire result sera égal à ça. Je vais le printer et je vais le return. Comme ça, il sera content. Sauf si j'avais déjà mis un print ici. Oui, j'ai déjà mis un print ici. Donc, ce que je viens de faire ne sert strictement à rien. Alors, si je ne dis pas de bêtises, théoriquement, je ne devrais pas avoir de données. Donc là, je n'ai rien parce que mon topic n'existe même pas. Mais ça ne fait pas d'exception. C'est bien, je ne sais pas. Donc là, je lance juste un script qui va initialiser un certain nombre de topics à partir de fichiers que j'ai mis dans le projet, en fait. Et on va voir qu'on est passé de 5 à 7 et qu'on est à 10 maintenant. Et si on va voir la tête du topic que je voudrais vous montrer, qui s'appelle... c'est quoi ton petit nom? Scala GitLog Topic. En gros, c'est un gros JSON. Donc, vous voyez là, je n'ai pas de clé du tout, en fait. Parce que je l'ai envoyé avec un producteur sans mettre de clé. On a un gros JSON où je hash, auteur, date et le message. Et le but du jeu, derrière, c'est d'avoir
des statistiques sur le nombre de... Oh. Oui, des statistiques sur le nombre de fixes par année. Vous croyez que c'est ça? Donc, ma clé, je l'ai créée juste pour, à partir de la date, récupérer l'année. Je mets mon commentaire en minuscule pour essayer de trouver fixe. Et à partir de là, je fais mon cart name. Et pourquoi il prend autant de temps? C'est l'effet des mots. Ah oui, parce que oui, j'ai mis mon print avant l'écriture dans les topics, donc il écrit tout dans les topics, ensuite il fait mon print. Et ensuite, on se retrouve du coup avec la notion, chaque année, combien de commits qu'il y a eu sur le repo en question, avec la notion de fixe. Et mine de rien, ma question, elle est même plus compliquée que la solution, le code à fournir pour apporter la solution. 10 minutes. Je vais faire vite. Je vais passer rapidement sur tout ce que... Alors, on a vu les tables, on a vu les streams. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut les faire des enfants. Il y aura des joins. Donc, des jointures de castream à castream. Ça peut sembler intéressant à faire. Des jointures de kettable à kettable, qui correspondent exactement aux jointures qu'on ferait en SQL. Des jointures de castream à kettable. Ça, c'est super intéressant. On a un use case actuellement à la mission où je suis, pour pouvoir faire de l'enrichissement de stream. Donc, on peut créer une kettable dans laquelle il y a un certain nombre de données complémentaires, qui viennent d'autres flux parfois. On met la bonne clé, et si on a joint un stream de données, ben, automatiquement, il arrive à trouver ses petits et à enrichir le stream. Et ça fait tout seul, aussi simplement que ce que je vais vous montrer. On a les jointures de castream à group.stream, ça fonctionne la même chose. Et c'est assez amusant, global kettable, il est tout seul en fait. On ne peut pas vraiment le joindre à autre chose. En même temps, ça a été instauré il y a à peine un mois, enfin, ajouté dans l'API il y a à peine un mois. Et à chaque nouvelle version, ben, ils améliorent les éléments pour pouvoir... Ce tableau-là, j'ai dû le changer récemment parce qu'ils avaient déjà changé tout en fait. Il y a des jointures qui n'étaient pas possibles de faire, ils l'ont ajouté. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous montrer ça. Au niveau du rendering, alors, dès qu'on parle streaming, de toute façon, le rendering est un petit peu obligatoire. Donc pour ceux qui ne savent pas, le rendering, c'est juste pouvoir dire j'ai un stream de données et je veux pouvoir récupérer juste un laps de temps sur ce stream-là pour pouvoir faire des opérations. Donc je veux pouvoir faire une moyenne toutes les minutes, par exemple, de quelque chose, ou récupérer le max de toutes les minutes. Alors là, c'est amusant, c'est qu'il existe dans... ça aussi. Depuis la dernière version, il existe 4 façons de faire du rendering. Avant cette version-là, donc il y a 3 mois, il n'y en avait que 3 en fait. Le premier, c'est le Hopping Time Windows, qui a une taille. En gros, il dit que je vais essayer de prendre juste cette taille d'éléments-là, et dès que j'ai fini, j'avance d'un pas. Et dès que j'ai fini, j'avance d'un autre pas. Donc il peut se trouver, ça peut répondre à un use case. Il se trouve que je peux avoir le même élément dans plusieurs Windows. C'est le hopping qui est comme ça. Le tumbling, il est presque comme le hopping, sauf que lorsqu'il a fini ici, il reprend là. Donc on se retrouve toujours avec un élément qui est dans une seule Windows. Le sliding, lui, il est encore plus fun. Lui, il essaie de dire, je vais prendre des éléments qui, entre eux, doivent avoir au maximum tant de temps. Au niveau de la date d'entrée, ou enfin, du temps qui est utilisé en tout cas. Et la session Windows, lui, c'est encore mieux. Il essaie de voir le temps d'inactivité, donc le temps où une clé n'apparaît pas. Et c'est à partir de là qu'on a la session. Donc on peut retrouver assez rapidement combien de temps qu'un gars est resté à partir d'une session Windows. En termes de code, ça se résume un peu à ça. Je n'aurai pas le temps de vous montrer plus de code parce qu'il ne me reste que 5 minutes. Mais ça se résume au niveau du group by, là où j'avais mis group by et mon count, il faut juste rajouter ces éléments-là pour pouvoir dire je fais un group by, enfin je veux pouvoir avoir une agrégation sur une Windows qui correspond à ça en fait. Donc même la notion de Windows qui semble assez complexe à expliquer, à réaliser, elle est relativement simple, à tester, elle est relativement simple. Parlons du temps. Alors, depuis tout à l'heure, là, je parle de Windows et de temps. On ne sait pas si c'est le temps où l'event a été créé, le temps
où l'event est arrivé dans Kafka, le temps où on a fini de processer l'event. Et en réalité, Kafka, il gère tout ça. C'est que de la configuration. Il sait faire la distinction entre un producteur qui m'a donné et je veux pouvoir prendre cet event-là comme étant l'event qui va me servir pour mes Windows. Je vais pouvoir dire que c'est quand ça arrive au niveau du cluster que ce sera le temps. Je vais pouvoir dire que c'est à la fin d'une opération sur un stream qui sera le temps qu'il va utiliser pour la suite. Et ça, c'est juste de la conf. Et ça va même plus loin. Il existe des extracteurs, 4 minutes, des extracteurs qui permettent de récupérer le temps qui est dans votre valeur. Donc, si vous avez un JSON avec une date qui correspond à je ne sais pas quoi, avec une classe Java qui n'est pas très compliquée, en fait, hein, on dit simplement, ben, cet objet-là, je le transforme en mon objet et je donne le get date qui correspond, en fait. Donc, get création de date, parce que ça correspond au POJO de votre JSON. Et tout ça, c'est out of the box, en fait. Donc, Kafka Stream cherche la simplicité tout en vous donnant les armes pour pouvoir faire des trucs complexes qui puissent correspondre à... Donc, vous n'allez pas à vous battre contre lui pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est vraiment ça que j'apprécie avec 3 minutes. Et pour finir, Interactive Query. Alors là, c'est le must. Les gars, ils se sont dit, quand on utilise Kafka, très souvent, à la fin, ça finit par un sync qui met dans une base de données, une clé valeur, un Redis ou un Cassandra, ce que vous voulez. Et les applications qui sont autour, qui veulent utiliser cette valeur-là, ben, très souvent, ben, soit ils tapent là-dessus, ou bien ils passent par un web service qui va interroger ça. Donc ça correspond un peu à ces étapes-là. Et ils se sont dit, on va virer les concurrents, on va virer les intermédiaires, et on va permettre à n'importe quelle application qui est à l'extérieur, via une API RPC, d'interroger le state. Donc le state, c'est, je rappelle, lorsque je fais mon groupe by, je devais mettre le nom de mon état, de mon state, d'interroger cet état-là pour lui demander, mais dis-moi, en 2013, il y a eu combien de fixes qui a été fait sur ce repo-là? Et le côté positif de ça, de cette approche, c'est que du coup, au-dessus de votre application qui semblait à l'origine juste une application qui mange du topic, qui mange des topics pour faire des choses, vous pouvez avoir une petite couche REST, mais vraiment une petite couche. Il n'y a pas de framework ou de choses super lourdes. Vous venez avec le framework que vous voulez déjà à l'origine. Ils n'en fournissent pas. Ils disent, vous mettez le framework que vous voulez. Donc, si vous avez déjà quelque chose, vous pouvez plugger du Kafka Stream dessus et non pas dire comment je vais me battre contre lui. Ils donnent juste les règles pour pouvoir récupérer les métadatas. Parce que la chose un peu complexe dans l'histoire, on est en distribué. Mon état peut être sur n'importe quelle machine. Je ne sais pas quelle machine qui gère quel état. Donc, lorsque je fais mon appel REST, comment je le sais? Ben, eux, ils fournissent justement l'outil qui dit tu veux accéder à quel store? OK, je te dis qui est-ce qui gère ce store-là. Voilà son adresse IP, voilà le port sur lequel il est. Et à partir de là, ben, on peut faire un appel pour aller directement demander à cette machine-là. Si une machine tombe, ce n'est pas grave, il redistribue les states que cette machine-là a. Automatiquement, il recrée le state en question. Et du coup, lorsqu'on vient reposer la question, ben, il te fera aller sur notre machine. Et ça, c'est fait directement pour vous. Il n'y a pas de discovery derrière à gérer ou de tout comme ça. Ça, c'est fait directement pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste spécifier. Une minute. C'est juste spécifier. Bonjour, je suis la machine 44. Je suis sur tel host à tel... dans un fichier de configuration. Hein. Je suis sur tel host à tel port. Et Kafka s'occupe du reste. Et la simplicité de Kafka Stream, c'est l'une de ses forces. La deuxième force, c'est que cette simplicité-là n'empêche pas d'avoir des choses très bas niveau qui vous permettent de faire ce que vous voulez. Ensuite, la limite, ça arrête le développeur. Il me reste 50 secondes. On va passer sur les steps. Je viens d'expliquer cette slide-là, en fait, différentes instances qui gèrent des états différents. On va passer les use cases. Le futur. Et je m'arrête là-dessus. Le futur, il y a un gros chantier actuellement au niveau de Kafka, c'est le exactly once. Pouvoir être sûr, avoir la garantie que si j'ai fait un message, quel que soit ce qui s'est passé entre-temps, ce message sera lu une seule fois. Et là, j'en ai parlé encore à quelques de Confluence la semaine dernière, c'est le chantier sur lequel ils sont. Je pense qu'ils vont péter le champagne une fois que ce truc-là sera fait. Parce qu'ils veulent mettre déjà au niveau de Kafka
pour messieurs, dames Big Data, mais ils veulent aussi le mettre au niveau du coup Spark Streaming. Donc toutes les avancées de Spark Streaming, de Kafka, on les retrouve dans Spark Streaming automatiquement. Pour plus d'informations, la doc elle est super bien faite. Je crois que c'est l'un des projets où je trouve la doc aussi bien faite. Il y a un Slack où les gens sont très réactifs et gentils en plus. Et il y a un GitHub avec tout plein d'exemples, en Java particulièrement, et peut-être un exemple en Scala, mais venez me voir, on en reparle. Et pour ceux qui veulent pousser la chose, parce que j'avais que 30 minutes et je déborde déjà, demain, il y a un super hands-on lab avec les messieurs qui sont devant, où justement on va reprendre en détail toutes les transformations stateless, stateful, les jointures, les interactive queries. C'est 3 heures et venez vous amuser avec nous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ah. Merci. Bonjour, merci pour le talk. J'aurais une question. Comment marche la gestion des erreurs sur votre stream si une erreur est produite? Alors, tu parles d'erreur à quel niveau? Au niveau du stream ou de ton applicatif? Les deux. On va déjà une erreur au niveau du stream. Est-ce que les events sont rejoués ou Oui. Alors, en fait, tel que tu vois Kafka là, il va prendre un message un après l'autre. Et à chaque fois qu'il a mangé un message, il balance tiens, j'ai mangé le message de ce. Enfin, il y a j'ai mangé le message tel octet du topic, en fait. Donc, s'il pète, quand il reprend là où il s'est arrêté. Ensuite, tu as différentes politiques pour dire est-ce que quand je reprends de là où je me suis arrêté, je reprends du début et compagnie. Mais ça fonctionne exactement pareil. Merci.